Salutations! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça va être un vlog lecture. Comme d'habitude dans les vlogs lecture, je vais commencer par faire un point avec vous sur ce que j'ai lu récemment et dont je vous ai pas encore parlé sur YouTube. Donc j'ai ici un roman qui est Eugénie Grandet de Balzac et j'ai également un texte de philosophie qui est un texte de Jean-François Lyotard qui s'appelle La condition post-moderne. Donc pour ce qui est du roman de Balzac qui est Eugénie Grandet, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques semaines mais dont j'avais vraiment envie de vous parler sur YouTube. Balzac, c'est un auteur que je connais comme tout le monde, jusque là rien de bien original, mais que j'avais pas lu depuis quasiment un an je pense maintenant, et j'avais toujours eu envie en fait de découvrir Eugénie Grandet et c'est maintenant chose faite. Ce qui est assez particulier avec ce livre, c'est que à la fois j'ai retrouvé tout ce que j'aime beaucoup chez Balzac, c'est-à-dire des histoires que moi je trouve vraiment très entraînantes. Enfin, il y a un côté vraiment un peu je sais pas si addictif est un mot un peu fort, peut-être, mais on se prend vraiment au jeu. La plume a des côtés vraiment assez caustiques, ironiques. Il y a vraiment oui, un regard sur les personnages qui me fait beaucoup rire, sur la société qui me fait beaucoup rire. Et de l'autre côté, j'ai aussi trouvé dans ce roman des choses qui sont moins présentes chez Balzac, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Eugénie Grandet, c'est avant tout un roman que j'ai trouvé beaucoup plus nuancé, notamment pour ce qui est de la construction, de la caractérisation, de l'évolution de ces personnages par rapport à d'autres romans de Balzac que j'avais pu lire, et notamment tout ce qui est l'espèce de cycle que vous avez dans la comédie humaine autour du personnage de Vautrin, donc je crois que ça s'appelle le cycle de Vautrin d'ailleurs, donc où il y a le père Goriot, Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes, qui est un cycle génial par ailleurs. Il y a ce côté beaucoup plus campé des personnages, avec des personnages très négatifs qui entourent un petit îlot de personnages, généralement un ou deux, parce qu'on est chez Balzac, donc les gens sont rarement fondamentalement sympathiques chez Balzac, qui pour le coup sont eux très gentils, voire carrément naïfs. Là c'est un peu différent dans Eugénie Grandet, il y a des personnages qui sont beaucoup plus sur la ligne, sur un fil, où on voit qu'ils ont basculé dans une direction mais ils auraient très bien pu basculer dans une autre, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment hyper cool parce que pas habituel chez Balzac, et ça donne vraiment une profondeur à la narration et la caractérisation de personnages qui est assez ouf. Et donc pour ce qui est du résumé, Eugénie Grandet, c'est l'histoire de Eugénie. Eugénie vit dans une petite ville de province, son père est un bourgeois de province extrêmement riche mais également extrêmement avare. Donc concrètement en fait son père est très riche, sa famille est donc très riche, elle est une héritière très riche et donc très demandée. On est chez Balzac encore une fois, donc vous vous doutez bien que les sentiments sont absents de la majorité des personnages, chez qui c'est davantage l'intérêt qui est un guide et un moteur dans la vie et un moteur d'action. Mais donc cette Eugénie, qui est donc une riche héritière, n'en a absolument pas conscience, puisque comme son père est un type très avare, en fait elle vit dans un dénuement assez important, et c'est une jeune fille extrêmement simple, un brin soumise aussi, on va pas se mentir, mais bon, ça c'est assez fréquent dans la littérature de cette époque-là pour ce qui est de la caractérisation des personnages féminins. Et un jour, tout va changer quand son cousin va venir leur rendre visite à la suite d'un problème familial que je ne vais pas vous raconter ici, sinon ça n'aurait absolument aucun intérêt, pardon. Et bien son cœur ça va s'éveiller et la petite Eugénie va tomber amoureuse, voilà, et toute l'histoire en fait part de là. Donc on retrouve, je vous disais au tout début que c'est un livre qui est intéressant parce qu'il y a quand même certains éléments qu'on retrouve très souvent chez Balzac, et typiquement ça c'est un élément que j'avais pas mentionné, c'est ce rapport extrêmement pur entre des personnages, souvent deux, qui tournent autour de questions d'amour à entendre au sens très large. Là bien sûr c'est la question de l'éveil des sentiments amoureux, mais dans le cousin Pons par exemple c'est plutôt de l'amitié, donc l'amour chez Balzac peut, en tout cas quand on parle de cette relation centrale, peut avoir divers aspects. Et en fait souvent il y a dans ces romans cette opposition entre cette espèce de petite bulle qu'il crée autour de deux personnages, parfois plus, mais c'est très rare, qui sont dans une relation, et là c'est un peu le cas surtout de Eugénie, parce que le livre est très centré autour du personnage d'Eugénie, c'est pas pour rien que ça s'appelle Eugénie Grandet, qui sont dans une relation extrêmement pure vis-à-vis de l'autre, dans un rapport de don à l'autre, et de désintéressement profond en fait, et donc il y a une forme de hiatus, d'écart, de différence extrêmement significative entre ce rapport, cette petite bulle que crée Balzac, et le reste en fait de la société qui va graviter autour de ces personnages,
personnages, qui met souvent en scène des personnages qui sont avares dans le cas du père d'Eugénie, mais plus généralement qui sont dominés par l'intérêt, qui ont un rapport totalement intéressé et instrumental en fait à l'autre, et c'est ça qui renforce le côté dramatique et le côté d'un côté dramatique et terrible et de l'autre côté extrêmement efficace de la dénonciation, parce qu'il y a une forme de dénonciation aussi par l'exemple. Donc on ne dénonce pas juste en montrant l'avidité, l'égoïsme des uns, mais également en montrant qu'un autre rapport à l'autre est possible, et c'est là-dessus que fonctionne ce livre. Mais je vous disais au début que c'est un livre qui est aussi plus subtil que la plupart, c'est-à-dire que dans des livres comme Le Cousin Ponce, il y a vraiment cette opposition. Dans Le Cousin Ponce, c'est Ponce et son pote dont j'oublie à chaque fois le nom, je crois que c'est... En fait il a un nom allemand que je n'arrive pas bien à prononcer, je suis désolée, c'est Schmuck, je ne sais plus, mais c'est pas très grave, qui est son ami, et eux sont dans un rapport justement très très pur, et tout le reste des personnages sont vraiment excessivement antipathiques, mais vraiment très antipathiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à sauver, quoi, clairement. Alors que là, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, en fait il y a plusieurs personnages, notamment le père d'Eugénie qui est donc un avare, donc l'avarisme c'est quand même une des émanations, presque une forme d'allégorie de ce qu'est l'égoïsme, enfin, ouais, je sais pas si c'est une allégorie de l'égoïsme, mais une représentation, enfin, et un résultat de l'égoïsme. Et bien, même lui, il y a des petits moments dans le livre, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que moi c'est des moments que j'ai vraiment trouvé assez savoureux et assez beaux en fait à lire, mais il porte un regard notamment sur sa fille où on sent qu'il pourrait être dans un autre type de rapport en fait, et dans un autre type de regard sur l'autre. Et c'est ça qui est assez fort. Il y a aussi un autre personnage, là pour le coup je vais vraiment pas du tout vous en parler parce que c'est très inattendu, et je pense que c'est bien que ça reste inattendu quand on lit le livre, mais où dans un angle différent, il y a pareil ce moment où on se dit en fait ça a basculé mais autre chose était possible. Je sais pas du tout si c'est clair, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ça donne une profondeur au personnage, parce que ça donne une profondeur au texte, parce que ça donne aussi un côté un peu inattendu, parce que c'est vrai que le problème chez Balzac, c'est que comme souvent on a des personnages qui sont justement très campés et très extrêmes, avec cette opposition entre un ou deux personnages extrêmement gentils, voire naïfs, et tout le reste, on sait un peu comment ça va finir et on sait un peu comment l'histoire va évoluer. Alors que là, comme on sent en fait assez vite qu'il y a des personnages qui sont plus ambivalents, même si on reste chez Balzac, donc ça finit pas très bien et tout ne se passe pas super bien, mais du coup il y a un peu plus d'inattendu et plus de profondeur encore une fois, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, il y a quelques jours j'ai terminé ce livre de philosophie, donc La condition postmoderne de Jean-François Lyotard. C'est un livre qui est assez connu pour ce qui est de la problématique de la postmodernité, comme son titre l'indique, n'est-ce pas, puisque c'est un des livres qui est le plus recommandé pour ce qui est de donner une définition, en tout cas une définition un peu technique, sérieuse, philosophique de ce qu'est la postmodernité, parce que quand on essaye de définir la postmodernité, souvent ça part un petit peu dans tous les sens. Je dois le dire dès le départ, c'est un livre qui est vraiment compliqué. On est sur de la philosophie qui est, je trouve en tout cas, pas hyper accessible. Pour être parfaitement honnête, c'est un livre pour l'instant que j'ai lu une seule fois, j'ai mis pas mal de temps à le lire quand même, et je n'ai pas tout compris, voilà, clairement. Et du coup c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment un livre où j'ai galéré pendant 90% du temps je pense, mais les 10% que j'ai compris, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant, et j'étais là wow, trop bien, à annoter mon livre, à me dire oh là là, ça il faut que j'y revienne, ça il faut que je le note parce que c'est super bien. Je sais pas trop comment vous en parler du coup. En fait c'est difficile de vous parler de ce livre sans vous parler de ce qui est véritablement la postmodernité, et vous parler de ce qui est véritablement la postmodernité est quelque chose qui à l'heure actuelle serait de 1 très long, et de 2 dépasserait en grande partie mes compétences. Mais globalement, le point de départ en fait de la postmodernité, c'est comment légitimer la science en fait. C'est une interrogation sur ce qui jusque-là allait en soi et pour soi, typiquement fonder une analyse sur la science est une forme de légitimation. Et là on va s'interroger sur qu'est-ce qui légitime la légitimité. Si cette phrase a un sens, ce serait un petit peu l'idée. Donc forcément ça déstabilise un peu tout, voilà. C'est des théories qui s'inscrivent dans la continuité aussi d'une certaine histoire des sciences qui a été beaucoup modifiée dans la seconde partie du XXe siècle, avec des textes comme notamment
Un livre dont je vous avais parlé sur la chaîne, La structure des révolutions scientifiques de Kuhn, il y a une vidéo qui en parle, mais également des textes de Feyerabend, qui est également un philosophe des sciences. Donc c'est des gens qui ont, Kuhn et Feyerabend, beaucoup remis en question une vision traditionnelle de l'histoire des sciences, qui avait véhiculé cette idée que déjà la science est une pure linéarité, donc on est toujours dans toujours plus de connaissances, toujours moins de croyances, alors que des gens comme Kuhn vont défendre à travers le concept de paradigme cette idée qu'en fait être scientifique c'est s'inscrire dans un paradigme, et le principe d'un paradigme c'est qu'il est fini. Donc en fait les théories scientifiques sont très souvent des théories finies, limitées, qui ne fonctionnent pas. La théorie newtonienne par exemple, très très vite on s'est rendu compte qu'il y avait plein de cas où ça ne fonctionnait pas, mais on a continué à l'appliquer parce que c'était la plus efficace à ce moment-là, jusqu'à ce que Einstein arrive et qu'on se dise du coup on va pouvoir modifier les choses, et donc l'évolution se fait par paradigmes successifs, et le passage d'un paradigme, donc d'une sorte d'ensemble de règles et d'un mélange de tout un tas de choses en fait. C'est des règles, c'est des savoirs que l'on prend comme allant en soi et pour soi. Vous avez compris que c'est une des questions que pose justement la postmodernité, c'est ce fameux en soi et pour soi. Sur quoi repose-t-il véritablement, et est-il véritablement légitime? En tout cas, il faut voir quelle est cette légitimité. On a également des choses plus de l'ordre du social, parce que être un scientifique, c'est être formé dans une université par un professeur ou des professeurs, c'est appartenir à une unité de recherche, enfin c'est des choses même beaucoup plus concrètes, donc il y a des choses très théoriques et des choses aussi très concrètes. Et ça a beaucoup influencé l'histoire des sciences, et la postmodernité c'est aussi en fait engouffré là-dedans, parce qu'il y a du coup une remise en cause de cette vision traditionnelle de l'histoire des sciences, également de cette idée qu'il y aurait des dichotomies extrêmement strictes entre la connaissance et la croyance, entre l'idéologie et la science, entre l'opinion et la science. C'est vraiment un ensemble de choses extrêmement variées. Là, je rends pas du tout justice à ce texte, mais en fait, c'est très bizarre parce que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement visionnaire sur tout un tas de choses, notamment sur internet. Il y a des analyses d'internet qui sont extrêmement intéressantes, de comment internet va révolutionner totalement le rapport à la connaissance en réalité, et le rapport au savoir et à la production de savoir. Il y a des réflexions hyper intéressantes sur l'université, et à côté de ça il y a des développements philosophiques qui sont quand même assez ardos, parce qu'il y a des inspirations des théories de Wittgenstein, qui est un philosophe du langage qui est quand même pas hyper facile à lire. Notamment, Lyotard reprend en fait la théorie de Wittgenstein sur les jeux de langage qu'il applique. Donc voilà, c'est un texte que moi j'ai beaucoup aimé. C'est très difficile de vous en parler, c'est aussi pour ça que je profite de ce vlog, parce que dans le vlog il y a un côté un peu plus cool, on va dire tranquille, que les revues lecture. Donc je vous en glisse 2-3 mots. Pour ma part, c'est un texte que je pense très sincèrement retravailler de mon côté. Peut-être qu'à ce moment-là je vous en reparlerai. Je sais pas du tout si je vous le conseillerais dans l'absolu. Faut s'accrocher. Est-ce qu'il faut des bases en philosophie? Oui, je pense un petit peu. En tout cas, faut être un peu habitué quand même à lire de la philosophie, et faut être intéressé aussi par le sujet, mais c'est un sujet qui est quand même hyper intéressant. Donc voilà, j'ai pas eu grand chose à vous en dire du coup, mais je vous le mentionne, et voilà, c'est aussi le principe d'un vlog lecture. Et donc sur ce, je vous ai montré les 2 derniers livres que j'ai lus. Je vais vous montrer ma lecture en cours. Alors c'est un livre que je me traîne depuis beaucoup trop de temps, donc j'espère vraiment le finir ce soir ou demain. Et pour tout vous dire, j'ai aussi commencé ce vlog pour ça, parce que je me dis, le fait de filmer et de me dire j'aimerais bien poster la vidéo d'ici ce week-end va peut-être me motiver en fait à terminer ce livre que je me traîne depuis beaucoup trop longtemps. C'est un livre d'histoire qui a été écrit par Christian Ingrao, ça s'appelle Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS. Je crois que c'est un livre dont je vous ai jamais parlé, ni sur YouTube ni sur Instagram. Donc c'est un livre d'histoire, c'est la thèse de Christian Ingrao, qui est un historien du nazisme. C'est un des historiens du nazisme les plus connus, je crois, en France aujourd'hui. C'est un livre qui, si je ne dis pas de bêtises, s'inscrit dans la théorie de... peut-être que je vais vous le montrer, le livre, je vais le chercher, je reviens. Je disais donc que c'est un livre qui s'inscrit, en tout cas en partie, dans la théorie de ce monsieur qui est un historien italien qui a travaillé, alors pas sur le nazisme, mais sur le fascisme, comme le titre l'indique, Emilio Gentile, la religion fasciste. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais j'ai enfin réussi à me le procurer d'occasion, donc je suis très contente. L'idée derrière ça, c'est d'interroger... Alors il y a 2 idées intéressantes, enfin 2 idées intéressantes, non, il y a plein d'idées intéressantes dans ce livre. Je mets longtemps à le lire, mais au fond c'est intéressant. Il y a 2 choses, 2 points je pense. Il y a ce paradigme, enfin reprendre ce paradigme historiographique posé par Gentile, qui aborde la question de la place de la croyance. Alors,
Moi je pense que ça s'interroge, la notion de croyance, mais ce serait un débat très très long, donc je pense que je vais pas le faire maintenant, mais en tout cas c'est le point de départ qui est pris, donc la croyance, l'adhésion en fait, se dire que le nazisme est tout un système de représentation du monde en fait, et il y a également, au-delà de la représentation du monde, quelque chose de religieux, d'une forme de fanatisme à prendre au sens propre, c'est-à-dire le fanatisme c'est l'adhésion sans remise en cause à une représentation du monde, une opinion, un postulat, une idéologie, enfin ce que vous voulez, etc. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les textes en fait qu'a étudié Christian Ingrao tournent autour des intellectuels, donc de gens qui étaient passés par l'université, qui étaient docteurs en droit, docteurs en philosophie, docteurs en histoire, docteurs dans plein de disciplines, des universités allemandes en plus, donc qui étaient à l'époque les plus grandes universités du monde, très probablement, en tout cas qui faisaient partie des plus grandes universités du monde. Et donc ça interroge sur le parcours de ces hommes qui ont été des théoriciens en fait très importants pour le Troisième Reich, qui ont produit tout un système, justement ce fameux système aussi de représentation auquel ils adhéraient eux-mêmes, et également tout un système de légitimation. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement dense bien évidemment, il fait quasiment 700 pages, c'est un peu dur à lire, bon c'est dur à lire parce que le sujet de base est dur à lire, c'est-à-dire que bon c'est pas toujours très sympathique de lire les pensées de ces gens-là, n'est-ce pas? C'est aussi parce que je suis pas forcément fan du style, mais bon ça c'est très subjectif, mais de l'autre côté c'est un livre qui vraiment aborde énormément de points, dont il y a plein de choses je pense à tirer, donc je vais essayer là de le terminer, et je pense que je vous referai un point dessus du coup quand je l'aurai fini, pour vous redonner 2-3 idées, mais voilà. Alors, me revoici dans le cadre de ce vlog, puisque ce matin j'ai terminé le livre dont j'avais commencé à vous parler hier, donc de Christian Ingrao, Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS. J'avais prévu, je m'étais même engagée vis-à-vis de moi-même à terminer ce livre entre hier et aujourd'hui, je l'ai terminé ce matin, donc je suis très contente d'avoir réussi cet objectif, cet engagement que je m'étais fait à moi-même, et je suis très contente. Ça a été un livre très très intéressant. Alors c'est un livre, je le répète par rapport à ce que j'ai dit hier, mais qui est assez dense, c'est un livre d'histoire, il est très gros, on est sur du 700 pages, on est sur beaucoup d'informations, on est sur un sujet qui est compliqué, mais de l'autre côté c'est un livre que, comme vous voyez, j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup annoté, j'ai mis des post-it de partout, j'ai même, alors pour les gens qui n'aiment pas qu'on annote dans les livres, je m'excuse d'avance, mais voilà, écrit dans tous les sens, mis des post-it, mentionné des pages, mentionné des idées. Enfin, je suis extrêmement contente d'avoir réussi à aller au bout, même si ça n'a pas toujours été une lecture forcément agréable et facile. Pour ce qui est des idées, dans mon souvenir, je vous avais déjà mentionné quelques grandes idées, même ce qui était pour moi en fait les deux ligne directrice / idée principale de cet essai hier, c'est-à-dire cette question de la croyance, cette question de générer en fait un mécanisme d'adhésion et de légitimation, et puis également le fait qu'une des particularités de cet essai, donc qui est beaucoup plus liée pour le coup là à ce qui en compose les sources, donc les sources qui ont été dépouillées, analysées, et qui donc portent sur une population assez particulière puisqu'il s'agit d'intellectuels, donc de gens qui avaient fait des très grandes études, qui avaient des doctorats, etc. Je voudrais rajouter par rapport à hier une autre idée qui est un peu dans la continuité en fait de ce que j'avais dit, mais qui me semble quand même assez important dans ce texte ça je crois que je l'avais déjà mentionné, s'inscrit donc en partie dans le paradigme historiographique qui a été posé par Emilio Gentile, donc qui est un historien du fascisme et qui est le premier en fait il me semble avoir mis en relation en fait l'idéologie fasciste avec quelque chose de l'ordre du religieux. Dans ce texte il y a donc la reprise en partie, en tout cas l'inscription dans ce paradigme, mais il y a également une inscription dans quelque chose qui fait partie du travail de beaucoup d'historiens et d'historiennes et qui n'est pas forcément lié à la question du fascisme, à la question du nazisme. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans l'histoire des religions, qui est un pan d'histoire que je connais très mal, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais vous avez dans le travail 2, j'ai été vous chercher le livre pour vous le montrer quand même si c'est un livre que je n'ai toujours pas lu parce qu'il est énormissime, mais dans un texte comme celui-ci, donc Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, la violence au temps trouble des religions, vers 1525-1610, vous avez un travail qui est assez similaire en fait, et d'ailleurs Christian Ingrao mentionne plusieurs fois en fait le travail de Denis Crouzet, c'est-à-dire que
ce qui est démontré dans ce livre, ou ce qui est étudié dans ce livre, donc Croire et détruire, c'est comment la violence peut également, à certains moments de l'histoire et par des groupes de population, être perçue et être utilisée comme un mode, alors chez Denis Crouzet c'est plutôt comme un mode de salut, on retrouve un peu cette idée chez les nazis, et chez les nazis il y a également cette idée d'utopie en fait. Il y a un autre texte de Christian Ingrao qui s'appelle La promesse de l'Est, Espérance nazie et génocide, qui traduit rien que dans son titre très très bien cette idée en fait de rapport à la violence et d'utilisation de la violence comme une façon de réaliser une utopie. Et également l'autre volet, donc qui est, là c'est le volet un peu utopique, j'allais dire positif, mais je pense que le terme est plutôt mal choisi, mais de sentiments, d'affects, d'émotions positives, si vous voulez, pour reprendre une dichotomie spinoziste, bon, qu'il a un peu dévoyée, mais entre les affects tristes et les affects joyeux. Si vous voulez, les affects joyeux, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de l'utopie, et de l'autre côté, on a les affects tristes, et qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Denis Crouzet, où en fait, la violence des guerres de religion est une réaction, est une réponse à une angoisse par rapport à la vie future, par rapport à Dieu, etc. Et là, pareil, il y a toute une partie du texte, en fait, qui aborde cette angoisse qui est consubstantielle à la théorie nazie et qui est déterminante dans le passage à l'acte et dans la légitimation de l'entreprise criminelle, et pour être plus précise de l'entreprise génocidaire, qui est une angoisse liée à la démographie, une angoisse liée au territoire. Il y a une peur en fait de disparaître, il y a une peur que la race aryenne disparaisse, que le Reich disparaisse, et c'est ça aussi qui arme en quelque sorte, en tout cas sur le plan intellectuel, théorique, même si c'est, vous l'avez compris, également quelque chose qui relève de l'émotion, de l'affectif. Il y a une imbrication très forte entre rationalité et affect et émotion. C'est pour ça que je crois que la dernière fois, je vous disais que j'étais pas forcément d'accord. C'est une des oppositions que j'aurais par rapport avec ce texte, à vraiment reléguer tout uniquement dans le domaine de la croyance, parce que je pense que c'est plus complexe que ça en réalité, et que la croyance et la raison s'entremêlent dans une perspective de légitimation, mais bon, ça c'est un autre point. Mais donc pour en revenir à cette dichotomie affect triste, affect joyeux, on a à chaque fois la violence qui apparaît comme un moyen d'obtenir son salut, comme un moyen de réaliser une utopie, comme un moyen d'éviter en fait une perspective de destruction, d'éradication, etc. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a également, pour le coup c'est une idée qu'on retrouve dans plus d'autres textes, enfin, qui est moins originale, la question de la Première Guerre mondiale, mais qui renvoie en fait à cette problématique de la violence, parce que dans ce texte il y a l'idée qu'au fond la Première Guerre mondiale, alors ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent, de la Première Guerre mondiale est un des éléments en fait qui explique en partie ce qu'a été l'époque nazie et pourquoi ceci a été possible. Mais quand on traite de la question de la violence, en fait il y a aussi cette idée justement de la violence dans un contexte de guerre, a fortiori dans un contexte de guerre post-conscription, c'est-à-dire où ce n'est pas simplement des petits monarques qui vont recruter des petits mercenaires pour faire la guerre, mais toute une population qui va être prise en fait dans cette guerre, et bien on habitue en fait les populations et les soldats en particulier à la violence en fait. Et la violence dans la guerre est quelque chose de, si ce n'est souhaitable, du moins nécessaire. Donc on retrouve ce motif que je vous décrivais juste avant, qui est cette idée d'utiliser, d'avoir un rapport à la violence, qui est que finalement la violence peut au fond être quelque chose de bénéfique, en tout cas quelque chose de nécessaire, et ça c'est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant. Et ça renvoie, j'en suis à vous citer plein de livres dans tous les sens que je n'ai pas lu, mais ce n'est pas grave, continuons. Je disais donc que ça renvoie notamment aux travaux d'un historien de la Première Guerre mondiale, qui d'ailleurs a été, si je ne dis pas de bêtises, le directeur de thèse de Christian Ingrao, donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est assez pertinent de l'aborder. C'est Stéphane Audouin-Rousseau. Je vous ai sorti celui-ci que j'ai reçu. Je vous montre en parallèle un peu mes derniers achats, hein. C'est un concept. Je vous présente mes lectures et je vous montre d'autres livres que je n'ai pas encore lus mais que je me suis procuré. Le livre c'est Combattre une anthropologie de la guerre moderne, et c'est notamment un des textes de Audouin-Rousseau qui revient sur la question du deuil, sur la question de la violence, etc. Donc c'est des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, qui sont extrêmement riches. Je suis très contente, je l'ai dit au tout début là, d'avoir du coup terminé ce livre, parce que je pense que je peux en retirer vraiment énormément de choses.
Et voilà. Et donc comme j'avais terminé ma lecture ce matin, j'ai commencé un autre livre, donc j'ai pris un essai parce que j'ai du mal à lire en ce moment et j'ai pas mal de retard en fait. J'ai beaucoup de livres qu'il faudrait vraiment que je lise d'ici un mois. Donc on s'y met, on s'y met. J'ai donc pris celui-ci, Isabelle Delplat, Le mal en procès, Eichmann et les Théodicées modernes. C'est un livre qui m'a été beaucoup recommandé. Là je l'ai à peine commencé, je suis dans l'introduction. Pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, même si j'ai lu 25 pages, donc on va se détendre. C'est, je crois, un livre qui est quand même assez critique de la théorie de Arendt, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir des éléments, de réfléchir, de remettre en perspective et tout ça. Donc, je vais m'y mettre là aujourd'hui. Pour être honnête, j'aimerais vraiment arriver à le finir entre aujourd'hui et demain parce qu'il faut que j'avance en fait sur mes lectures. Et j'aimerais également peut-être prendre le temps cet après-midi ou ce soir de commencer un roman ou de la fiction. Je pense que ce sera un roman, donc je vous dis de la fiction en général, mais très probablement que ce sera un roman. Ça fait longtemps que je n'en ai pas lu et puis ça change un peu, donc je vous parlerai de ça si je commence. Et puis je vous parlerai de ce livre-ci aussi quand je l'aurai un peu plus avancé. Alors, je vous retrouve toujours dans le cadre de ce vlog. Je l'ai un petit peu laissé de côté ces derniers jours. J'ai oublié de filmer, j'ai eu d'autres choses à faire. Mais de mon côté, j'ai un peu avancé dans mes lectures, moins que prévu puisque j'ai toujours pas fini cet essai. Mais j'ai dépassé la moitié. C'est donc ce livre, Le mal en procès, Eichmann et les Théodicées modernes de Isabelle Delplat. C'est un livre qui est très critique de Eichmann à Jérusalem et de la théorie de Arendt de manière générale. Mais c'est vrai que du coup ça le rend vraiment extrêmement intéressant. Pour ma part je suis pas d'accord avec tout. Je pense qu'il y a des oppositions qui sont faites à Arendt qui peuvent être contrées, plus ou moins facilement d'ailleurs. Je pense qu'il y a des critiques qui sont également en fonction de ce qui nous intéresse dans la théorie de Arendt, plus ou moins pertinente, mais ça reste un essai, parce qu'on n'a pas besoin d'être d'accord pour apprécier un livre qui est ultra stimulant pour ce qui est de la réflexion. Vous voyez que, alors c'est vraiment la vidéo pas du tout faite pour les gens qui n'aiment pas qu'on écrive sur les livres, parce que je l'ai stabilo-bossé, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai stabilo-tique de partout, il y a des choses que, vous voyez, que j'ai trouvé vraiment hyper intéressantes. Je le trouve aussi très bien écrit. Ça, j'étais... Enfin, je savais que ce serait globalement bien écrit, mais vraiment, c'est hyper fluide. On se prend hyper bien dedans. C'est très bien expliqué. C'est très pédagogique. La structure est ultra cool, hyper claire et tout. Donc, vraiment, c'est... Je l'ai lu lentement, là, parce que j'ai eu des choses à faire qui se sont rajoutées par rapport à mon planning originel. Mais j'aime beaucoup. Je vais le reprendre, là, et je pense le terminer aujourd'hui. Et voilà. Et sinon, je vous avais dit que j'allais commencer en parallèle un roman. Je l'ai fait hier soir, donc j'ai pris ce livre-ci. Pour le coup, j'ai tout juste commencé puisque j'ai lu, je crois, une petite dizaine de pages. C'est un livre d'un auteur yiddish dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui s'appelle Isaac Bashevis Singer. C'est un auteur d'origine polonaise qui écrit en anglais. C'est un auteur que, pour ma part, j'aime beaucoup. Il a reçu le prix Nobel de littérature il y a quelques années maintenant. Et c'est des livres qui ont toujours une ambiance assez folle. Donc j'ai pris celui-ci, j'en ai un autre qui est beaucoup plus gros. Donc je me suis dit que j'allais pas me lancer dans le plus volumineux. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire là dans cette vidéo, mais ce sera probablement l'objet d'une autre vidéo. Mais je suis très contente, voilà, de retrouver cet auteur qui me plaît. Et voilà, sur ce, cette vidéo vlog est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir des titres. J'espère également vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!